Cet après-midi, je vous raconte une reprise de justice et prise de liberté qui a trouvé son inspiration derrière les barreaux d'une prison, et même de plusieurs, et a fini par se faire un nom dans l'édition, où la véritable histoire d'Albertine Sarrazin, l'écrivaine fugitive. Quelle a été l'existence de cette femme de lettres reprise de justice ? Quelle œuvre a-t-elle laissée ? Pourquoi la lire près de 60 ans après sa mort ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Le ciel s'était éloigné d'au moins 10 mètres. Je restais assise, pas pressée. Le choc avait dû casser les pierres, ma main droite tâtonnait sur des éboulis. À mesure que je respirais, le silence atténuait l'explosion des toiles dont les retombées crépitaient encore dans ma tête. C'est par cette chute du mur, celui de la prison de Doullens dans la Somme, qu'Albertine Sarrazin entre avec fracas dans l'histoire littéraire avec l'Astragale paru en 1965. Astragale, c'est le nom de l'os du pied qu'elle se casse en ce 19 avril 1957 en sautant du rempart. Le prix de la liberté n'est pas si cher payé si l'on rapporte la hauteur de la chute à la physionomie de la cascadeuse. 1,47 m et un corps frêle. J'ai volé, mes chéris, poursuit-elle. J'ai volé, plané, tournoyé pendant une seconde qui était longue et bonne, un siècle. Et je suis là assise, délivrée de là-haut, délivrée de vous. L'ivresse de la liberté est d'autant plus palpable qu'Albertine est à poil sous son manteau. Pourquoi est-elle nue d'ailleurs ? La légende ne le dira jamais. Ses vêtements, elle les a laissés dans sa cellule de 8 mètres carrés en dissimulant son absence avec des coussins sous ses draps. Ainsi, les surveillantes n'y ont vu que du feu lors de leur ronde nocturne. De l'autre côté du mur, quelque chose de plus puissant encore que la liberté l'attend. Alors qu'elle rampe sur le sol terreux pour rejoindre la route, assaillie par les épines des buissons, une voiture s'arrête. Un homme sort et projette sa lampe torche sur elle. Albertine est aussitôt éblouie. Je voyais le blond lisse de ses cheveux, l'ocre rose de son oreille et de sa main, écrit-elle. Julien, c'est son nom, a immédiatement compris la situation de la jeune femme pour connaître lui aussi moult démêlés avec la justice. Grand prince, il lui promet de revenir la chercher avec l'éclat d'un « attends-moi tout le temps qu'il faudra ». Il revient à moto, c'est quand même bien plus glam que la bagnole, et les voilà partis pour graver l'une des belles histoires de cavale et de belles lettres du... Albertine Sarrazin, oui, un nom qu'elle n'a pas choisi. Albertine Sarrazin, ce n'est pas un pseudonyme, c'est mon véritable nom. Le nom que je porte depuis quelques années. Parce que je ne me suis pas toujours appelée comme ça. J'ai d'abord porté un autre nom, celui que m'avaient donné mes parents adoptifs. Depuis que l'adoption est révoquée, je m'appelle Albertine. Et depuis que je suis mariée, je m'appelle Sarrazin. Nous sommes en 1967. Albertine Sarrazin se confie au micro de Jean-Pierre Elkabbach quelques mois avant l'opération qui lui sera fatale. À l'évocation de ces changements de nom, on devine la douloureuse blessure identitaire qui a gangréné l'artiste. Née Albertine d'Amiens à Alger le 17 septembre 1937, elle sera Anne-Marie R après son adoption, Annick pour ses camarades de la maison de correction du Bon Pasteur, avant de devenir Albertine Sarrazin en épousant le cancre de sa vie, Julien. Mais il y a une constante dans ce ballottement identitaire, l'esprit de révolte avec lequel elle semble née. Ses grands yeux noirs le disent au berceau, préfigurant le sombre destin qui l'attend. Déposée à l'assistance publique à la naissance, Albertine est adoptée à l'âge de 2 ans par un couple trop vieux pour lui offrir une enfance digne de ce nom, ne pouvant s'abaisser pour lui ramasser ses jouets. Celle qu'elle appelle Mother Thérèse a 55 ans, tandis que le père, Amédée R, en a 58. Ils ont trouvé à Alger l'enfant qui leur a été refusé en France parce qu'ils étaient hors d'âge. Ça n'empêchera pas la petite Anne-Marie d'être précoce en tout, y compris pour contracter le paludisme, ponctuant ses premières années de crise carabinée. Dans un bus, une voyageuse s'extasie. « Vous avez une si belle petite fille !» Rectification de Thérèse. « Ce n'est pas ma petite fille, c'est ma fille. » Entre cette mère au foyer éteinte et un père médecin militaire alcoolique, l'enfance algéroise d'Albertine a le goût de l'ennui et de la discipline bête et méchante. Et puis, de la violence surtout, quand à l'âge de 5 ans, elle apprend qu'elle a été adoptée et qu'à 10 ans, elle se fait violer. 10 ans. C'est l'âge qu'elle a lorsque ses parents adoptifs s'installent à Aix-en-Provence, au 28 de la rue de la Paix. Adieu le jardin fleuri algérois et la gambade sous les orangers. La mauvaise herbe est alors domptée par tout un arsenal de bonnes manières et de façons bourgeoises qui ne la quitteront d'ailleurs jamais, assortie d'une pratique assidue du violon.
Une cage éducative que ses vieux parents prolongent en la plaçant au collège catholique de Sainte-Catherine d'Aix. À l'image de son dieu Rimbaud, Albertine est une élève surdouée mais peu obéissante. Avide de tout connaître, elle surclasse les autres élèves en latin, en anglais et surtout en composition française. Des facilités d'écriture qui lui sont sans doute permises par ses lectures. Albertine dévore tout ce qui tombe sous ses yeux myopes. Seul bénéfice qu'elle retire de ce père adoptif tante honni, sa bibliothèque. Monterland et Sartre s'imposent comme ses auteurs favoris, de quoi aiguiser son indépendance d'esprit et son irrévérence grandissante. Les années passent et Albertine se montre de plus en plus intenable. Elle excelle dans l'art de la fugue. Et le psy qui donne un conseil qui ne surprendra personne, l'éloignement. Le colonel R, soutenu par un juge qui décide de la correction paternelle, satellise sa fille adoptive à Marseille dans un établissement d'éducation surveillé tenu par des religieuses, le Bon Pasteur. Une prison faite de prières, de travail et de règles dans laquelle Albertine étouffe. Je me tapais la tête contre les murs, écrira-t-elle. Les rares sorties que nous faisions en ville me faisaient tituber et me laissaient sans force et vide de pensée. L'institution est aussi la meilleure école de la délinquance, la jeune fille se retrouvant au milieu de cas souvent bien plus lourds qu'elle. Anne-Marie prend alors le surnom d'Annick et devient rapidement la coqueluche des jeunes filles récalcitrantes. Elle en charme d'ailleurs plus d'une, nouant notamment avec Émilienne une relation passionnée. Le samedi 11 juillet 1953, dans sa robe d'été, la jeune fille en fleurs a 15 ans et n'a qu'une chose en tête, fuir, aller rejoindre sa camarade chérie à Paris. Sous escorte policière, on l'accompagne au centre d'examen pour passer la première partie du baccalauréat. L'écrit se passe bien, malgré un décevant 10 en français. À l'oral, elle se plante, sauf en musique avec un 8,5 sur 10, mais elle n'ira pas au bout. Albertine est déjà ailleurs. Elle est passée par la porte de cuisine du lycée, affilée à l'anglaise, pour aller mener ce qu'elle décrit comme la grande aventure. Dehors, il fait un soleil de plomb. Albertine est prise aussitôt en stop. Le chauffeur lui propose de le payer en nature. Albertine s'exécute. Un tarif sale et abusif pour aller retrouver sa douce à Paris-Capitale. Dans un élan romantique qui raconte tout des premiers émois amoureux, Albertine a donné rendez-vous à sa bien-aimée en grande pompe sous l'obélisque de la Concorde à minuit. On n'est pas sérieux quand on a 15 ans. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Sous le ciel de Paris, aux côtés de sa camarade Émilienne, que le papillon va sortir de sa chrysalide. L'idée de ne pas connaître Paris m'avait hanté des semaines entières au Bon Pasteur. Et maintenant, je voyais s'agiter une foule élégante sur les Champs-Élysées. Je vis Clichy, Pigalle, Saint-Germain-des-Prés, l'Obélisque, les Tuileries. Tout ça était devenu réalité. Le souvenir très doux d'Émilienne s'attachait à ces vieilles pierres. Où était-elle à l'heure présente ? Émilienne, dont l'amour était le but et la cause de mon évasion. Voilà ce qu'Albertine Sarrazin racontera dans son journal de Fresnes, paru en 1969. Mais nous sommes là le 1er novembre 1953. Il est minuit tapante. Émilienne honore le rendez-vous d'Albertine au pied de l'obélisque de la Concorde, bien décidée à enterrer leur vie de jeune fille muselée au Bon Pasteur. Paris est à elle désormais. Dès le lendemain, la ville devient la capitale de tous les vices pour les deux cancresses. Prostitution, vol à la sauvette et délit. Les excès sont inversement proportionnels aux privations qu'elles ont subies par le passé. En témoigne le récit par Albertine de leur première journée parisienne. Levée 11 plombes, sortie frauduleuse à Saint-Philippe-du-Roule, essai d'un pantalon trop petit, velléité d'assommer la vendeuse, taxi rue de Rivoli sous une pluie battante, achat du falzar et de 2 paires de grolles, c'est-à-dire début de banqueroute. On aboutit sous la tour Eiffel, tentative d'escalade. Assise au bord du trottoir devant une boutique d'anatomie plutôt macabre, nous projetons d'escalader le mur du Père-Lachaise pour dévaliser les Maccabées. Si nous récapitulons ce qu'a été notre existence depuis le 1er novembre, nous avons tout connu de ce qui peut s'appeler vivre. Émotions fortes, chance, argent, dèche, joie, peine, plaisir, ennui. Nous sommes deux et c'est là le bonheur, 32 ans à nous deux et la liberté essentielle tant désirée. Une liberté vécue à 1000 à l'heure et à 100% donc, mais qui va, un mois plus tard, se heurter au service de l'ordre. Pas très loin du cinéma McMahon, où elles aiment aller voir des films de gangsters, Albertine et sa compagne, plumées, désœuvrées et sûrement encore sous influence d'un scénario diabolique, entrent dans une boutique de vêtements et se font passer pour de vulgaires acheteuses. Après avoir fait leur petite sélection de fringues, elles se dirigent vers la caisse et font mine de payer,
Mais au moment de sortir son portefeuille, Émilienne, persuadée de son charisme de bandit de grand chemin, braque son arme du haut de son 1m75 sur la caissière pour obtenir le fonds de caisse. Hélas, la menace n'a pas l'effet escompté sur la caissière qui, devant le manège de ses gamines, appelle la police. Le lendemain, cette dernière n'a pas trop de difficulté à identifier les deux braqueuses dans un excès de nonchalance crasse que seule leur jeunesse insouciante justifie. Elles ont jugé bon de porter les vêtements qu'elles avaient dérobés la veille. Très vite, le hold-up fait les choux gras de la presse. 2 prostituées de 16 ans, 2 lesbiennes passées braqueuses, du caviar pour François et consorts. En attendant le jugement qui les conduira en cour d'assises, Albertine et Émilienne sont envoyées à la prison de Fresnes pour 2 années de détention provisoire. Derrière les barreaux, le temps passe lentement. Pour tromper l'ennui et l'interminable attente d'un jugement qui ne tombe pas, Albertine écrit, ou plutôt, elle décharge sa haine mêlée à l'acceptation de sa condition. Celle de parasite qu'elle a, ce sont ses mots, toujours et partout occupés. Et puis elle mange, ou plutôt elle bouffe pour remplir ses vides et ses blessures. Elle s'empâte, avoisinant les 67 kilos à la fin de l'année 1954. Aux assises, c'est le coup de grâce. Albertine, considérée comme le cerveau du braquage, prend 7 ans de prison, tandis que son acolyte, considérée comme non discernante, va être envoyée en foyer jusqu'à sa majorité. C'est ici que les routes des 2 mauvaises garçonnes se séparent. Direction la citadelle de Doullens pour Albertine, sa 4e prison après l'appart DR, le Bon Pasteur et Fresnes. 7 ans de tôle, autant dire l'éternité quand on a 16 ans, et la rage de vivre d'une jeune fille bâillonnée. Assommée par sa peine, mais surtout écœurée d'elle-même, Albertine fait des tentatives de suicide, mais elle se loupe. Son principal ennemi, le temps, qu'elle ne sait pas comment tuer. C'est comme les carnets de cigarettes. Un jour tire l'autre, écrit-elle. Le matin, elle barre le jour qui vient de s'écouler en attendant de tirer le rideau sur le prochain. Pour se vider la tête à côté de l'écriture et de ses lectures, Albertine lit Paris Match ou fait des mots croisés. Elle se révèle excellente cruciverbiste. Mais les cases sur le papier ne font que lui rappeler l'étroitesse de sa cellule. Alors, assez tourné en rond, vite, est-il d'autres vies, lui intime son maître à penser Rimbaud. Albertine s'évade et, comme toujours, le fait avec panache et superbe. Un mur de 10 mètres et un os cassé plus tard, la voilà dehors, bientôt dans les bras de Julien Sarrazin, comme je vous le disais au début de mon récit, prête à vivre la plus belle des love stories et la plume gorgée de souvenirs derrière les barreaux. Sur le mur de son ennui carcéral, Albertine a beaucoup écrit son nom, Liberté. Sur la moto de Julien, les cheveux au vent, elle devient tangible, cette liberté. Séduit, pour reprendre ses mots, par cette fille petite, brune, très jeune, au manteau entrouvert qui fumait sans mot dire, Julien, de 13 ans son aîné, la ramène d'abord chez sa mère qui lui propose un bain de pied. Impossible de la conduire à l'hôpital où elle serait tout de suite repérée. Julien, qui a 2 années de prison à son actif, sait prendre toutes les mesures de discrétion nécessaires. Pour autant, il ne joue pas à plein temps les infirmières. Ajusteur de jour, voleur la nuit, il est souvent absent, entretenant chez celle qu'il surnomme la môme, pour sa ressemblance évidente avec l'oiseau Piaf, un irrésistible mystère. Il l'installe alors chez un couple d'amis à Créteil qui s'occupera de la faire admettre à l'hôpital pour soigner ce foutu pied. L'opération est radicale. Ablation de l'astragale, ce petit os en forme de poulie qui la fera boiter pour le restant de ses jours, tout en lui apportant son plus grand succès littéraire. Les 2 repris de justice forment, vous l'avez compris, un couple pas banal. C'est le grand amour, mais à double tranchant. Julien et Albertine s'épaulent à la fois vers le haut et vers le bas. Comme si la passion se trouvait décuplée par le vice et ses corollaires, la séparation et l'absence de l'autre. Et puis la géométrie du couple, à ses débuts, n'est pas tout à fait orthodoxe. Julien entretient une maîtresse qu'il appelle la Polaque, tandis qu'Albertine a rencontré au détour de ses passes un client qui s'était pris d'elle, un certain Maurice qu'elle appellera tour à tour l'oncle, Caddy, 105, l'Africain ou encore le crocodile. Malgré tout, le duo aux allures de quatuor fonctionne. Il croque le présent à pleines dents. Quoi demander de plus, s'interroge Albertine. Les Bonnie and Clyde de l'Hexagone connaissent l'ivresse des mauvais coups. Ça flambe, ça casse, ça se pavane, coupe à la garçonne et bikini Annie sur une plage de galets. Mais un beau jour de septembre 1958, les 2 mauvaises graines sont coupées dans leur élan près d'Abbeville. La gendarmerie les arrête. Julien, en bon professionnel de la filouterie,
avait suggéré à Albertine de demander d'aller aux toilettes et de fiche le camp, sachant très bien qu'elle avait 3 ans de peine à purger à la suite de son évasion de la citadelle de Doullens. Mais le plan plante, et les voilà de retour à la case prison. Julien est vite relaxé quand Albertine, elle, est transférée à Amiens sous le matricule 2091. Les amoureux séparés trouvent vite une solution pour être réunis, le mariage. Le 6 février 1959, veille de l'événement, Albertine, qui s'apprête à devenir sarrasin, écrit cette lettre à Julien. « Demain nous voir. Tout vient, mon chou. On va se gaver de présents. » Transférée à la maison de Soissons pour que Julien puisse la voir plus souvent, Albertine continue d'envoyer des lettres enflammées à celui qui appartient comme elle, ce sont ses mots, à la race des libres. Preuve d'amour ou ironie du destin, Julien dérape une nouvelle fois et réussit à se faire enfermer dans la même prison, pas dans la même cellule, sauf celle de leur chimère. Ils partagent alors les mêmes lectures, les mêmes émissions de radio, la même tambouille infâme et entendent le même piou-piou au réveil. Un train-train de standing insuffisant pour le couple qui, une fois sorti de prison, va se venger sur un mode de vie et des agapes de haut vol. Ça tombe bien, Albertine Sarrazin est graciée pour quelques mois en 1960. Le champagne coule à flot, le couple fête sa nuit de noces 1 an et demi après leur mariage. Liberté rime avec excès. Albertine se noie dans l'alcool avec Julien. Celle qui a célébré son permis de conduire avec une cuite au cognac va bientôt avoir un accident, mais c'est son mari, dépourvu de permis, qui est au volant. Mais pas de quoi les arrêter, les 2 éclopés de la cambriole repartent de plus belle dans leurs activités illicites, ce qui les amène une nouvelle fois inexorablement en geôle. Lui à Pontoise, elle à Versailles. Albertine, qui a vu ses poèmes refusés par Gallimard, ne se décourage pas et se lance dans l'écriture de La Cavale. En 1961, personne, à part Jean Genet, n'a pris l'univers carcéral comme matière littéraire. Elle est bientôt transférée à Compiègne, où Julien la rejoint. L'amour reste le carburant qui l'a fait écrire. À part gratter du papier en lettres minuscules, ça l'économise. En prison, on fume, on boit le café, on cuisine beaucoup à l'ail, on se gâte les dents, d'excite Albertine la gourmande. On écoute Piaf, cette femme qui chante toujours comme si c'était la dernière, et on lit Sagan, entre autres. Albertine a l'intime conviction qu'elle sera publiée un jour. Mais principe de réalité oblige, une fois dehors en 1963, elle cherche du travail. Elle devient alors vendeuse chez Monoprix, supermarché où elle devient la reine de la fauche. L'année d'après, en janvier 64, elle s'installe à Alès pour se rapprocher de Nîmes, où est incarcéré Julien, et devient pigiste au Méridional, son 2e et dernier emploi. La parfaite transition vers son vrai métier, celui d'écrivain. Un travail que manifestement elle n'arrive pas à faire ailleurs qu'en prison, celle d'Alès et de Nîmes qu'elle va bientôt rejoindre, où elle va écrire en seulement 4 mois celui qui sera son plus grand livre, l'Astragale. Il ne lui reste alors qu'une chose, recevoir l'assentiment d'un éditeur. Une validation tardive car dérangeante, qui va faire d'Albertine Sarrazin une comète de la littérature, car au mi-temps des années 60, la mort, hélas, l'attend au tournant. Le temps est compté, oui, mais avant, le succès va arriver. Si son inspiration semble s'être nichée derrière les barreaux, c'est en dehors qu'Albertine Sarrazin trouve la gloire. Et d'abord la reconnaissance en recevant ce jour béni de printemps 64, une lettre de l'éditeur Jean-Jacques Pauvert à la Tanière dans les Cévennes, où elle est allée s'installer avec Julien. Son manuscrit de La Cavale est accepté, et comme toujours, Albertine frappe fort. L'éditeur envisage de faire une pierre deux coups en publiant La Cavale et l'Astragale en 1965. L'effet est immédiat. Le pari littéraire s'enflamme pour la reprise de Justice de 28 ans. Albertine accepte alors d'embrasser son rôle de phénomène littéraire, répondre aux interviews, poser pour les photographes, aller à la radio, à la télévision, faire des signatures à Paris, en province. Mais cette posture et tous ces tapages, comme elle le dit, la lassent aussi vite. Aussi vite que la maladie la ronge. Son petit corps boiteux est abîmé par l'alcool et toutes les violences que sa vie de débauche lui a infligées. Installée dans un appartement à Montpellier avec Julien, chez eux pour la première fois après 8 ans de vagabondage immobilier, Albertine décline. Malgré son délabrement physique, elle veut un enfant de Julien. Impossible, diagnostique-t-on. Col trop petit, organe infantile. Le 1er mars 1966, le prix des 4 jurys, aujourd'hui disparus, lui est attribué. Il sera remis à Tunis où elle retrouve la chaleur de son enfance. La boucle semble se boucler. La suite est aussi courte que tragique.
Après avoir publié La Traversière, Albertine enchaîne les opérations. Après l'astragale, l'appendicite, ce sera le rein à la clinique Saint-Roch de Montpellier. Mais l'opération est mal préparée. L'anesthésiste n'a ni vu la malade au préalable, ni prévu du sang de rechange. Albertine meurt le 10 juillet 1967. Elle allait avoir 30 ans après l'été. Ce qu'il reste d'Albertine, son grand style, sa préciosité coupante et tendre, ses gros mots minces, comme l'écrit avec justesse notre invité Patrick Besson, qui lui consacre un livre et avec qui on va parler dans un instant. Mais avant d'en parler avec lui, laissons le mot de la fin à Albertine Sarrazin, si vous voulez bien. Avec cet aphorisme que l'écrivaine fugitive a jeté dans La Traversière, écrire des trucs n'est rien. Le plus difficile, c'est de les vivre. Europe 1, historiquement vôtre. Patrick Besson, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. L'existence d'Albertine Sarrazin que vous racontez dans votre nouveau livre, Atout d'un roman, c'est ce qui vous a donné envie d'écrire sur elle? Mais c'est d'abord la lecture de ces livres, en fait. Parce que c'est à la fois des récits autobiographiques, mais c'est en même temps très, très écrit. Il y a une espèce de préciosité chez elle qui fait un effet bizarre par rapport au sujet qui est traité, quoi. En plus, elle ne faisait jamais de rature. J'ai regardé ses manuscrits et il n'y avait jamais de rature, peut-être par économie, vu le prix du papier et qu'il y en avait peu en prison. Mais enfin, vous avez très bien raconté, cette vie, elle est complètement originale. On n'a pas vu ça souvent dans la littérature française. Même, elle est plus folle que la vie de Rimbaud ou de Lautréamont ou de Verlaine. Je veux dire, il y a une espèce de don d'elle-même d'abord et de goût de la catastrophe. Et il y a une espèce de mépris des choses et de la vie et en même temps un appétit incroyable. Donc c'est un personnage, il faut l'imaginer toute petite, un 1m48. Et en fait, elle a été violée à 10 ans et à 10 ans, elle mesurait 1m48. Et après son viol, elle a cessé de grandir. Et c'est un événement dont elle ne parle jamais. Il n'y a rien, ni dans ses écrits intimes, ni dans les romans, il n'y a rien sur cet épisode qui est quand même plus important de son enfance. Patrick Besson, Albertine Sarrazin, La Fugitive, publié aux éditions Jean-Claude Lattès, n'est pas votre premier récit biographique, puisque vous avez écrit notamment sur Mike Tyson, Agnès Leroux ou Novak Djokovic. Quel point commun existe-t-il? On essaie de faire un fil d'Ariane. Ils ont tous eu des tas de problèmes. C'est ce qui rend leur vie intéressante. Bon, pour ce qui est du plus récent, c'est Djokovic. En effet, il s'est retrouvé pratiquement en garde à vue en Australie parce qu'il n'avait pas été vacciné contre le Covid. Alors, pour une star du tennis mondial, c'est quand même... Alors, donc, du coup, je suis allé voir un peu dans sa vie ce qui pouvait, en effet, montrer à quel point son caractère était fort. La Fugitive, c'est ainsi que vous qualifiez... oui, alors qu'elle s'est évadée qu'une seule fois. Mais oui, voilà. Elle est tombée donc, parce que quand j'écrivais le livre, moi j'habite au 4e étage et c'est à peu près la hauteur d'où elle a sauté. Et il y a une fille qui a essayé de faire la même chose qu'elle, quelques semaines après, elle s'est cassé les jambes et les bras. Donc je me suis dit, pour sauter d'un 4e étage, il faut vraiment avoir envie de partir, envie de s'évader. Mais au fond, elle s'est évadée de prison qu'une seule fois, mais que fuyait-elle dans sa vie? Il y a un appétit chez elle de beauté, un appétit d'art, et c'est ce qui se ressent dans son écriture. Et c'est en permanence, elle est empêchée, je dirais, d'accomplir son destin artistique. Et elle finit, là où est sa victoire, c'est qu'elle finira, dans les pires circonstances matérielles, elle finira par nous donner les livres qu'elle a donnés. Alors, vous avez choisi les mots de l'écrivain congolais Soni Laboutansi. Le jour du jugement dernier, j'aurai les mains dans les poches. En quoi cette phrase évoque-t-elle Albertine Sarrazin? C'est le mépris de la douleur et l'amour de la subversion. Et même le jour du jugement dernier, décidé par Dieu, même ce jour-là, Soni et Albertine seront libres. Vous nous avez dit en préparant cette émission, Albertine Sarrazin, c'est la négation de la vertu. Est-ce qu'elle choquerait aujourd'hui plus qu'hier? Comment est-ce qu'on la percevait? J'ai été regarder ce que disait la presse à l'époque. C'est vrai que... et puis elle a écopé d'énormément de prison pour un geste qui finalement était
enfin, voler des fringues. Non, mais ou en plus, elle n'a pas tiré. Oui. C'est sa petite amie qui avait le revolver et qui a tiré par panique. Mm. Mais on a considéré qu'elle était plus coupable Parce qu'elle était plus mûre. parce qu'elle écrivait. Oui. Parce que le juge, elle a été lue, son texte a été lu en plein tribunal. Elle était considérée comme un écrivain, donc elle devait avoir plus de prison que quelqu'un qui n'était pas écrivain. C'est la morale de l'époque. Oui, il n'y a pas de vertu chez elle. Il y a une espèce d'énergie, il y a une morale, hein, comme chez beaucoup de voyous, une certaine morale. Il y a un talent pour écrire, pour s'exprimer, mais elle ne tend jamais à la vertu, je dirais. Elle ne cherche pas le bien. C'est pas sa passion. Sa passion, c'est la vie. C'est la vie et l'écriture. Patrick Besson, Albertine Sarrazin a toujours écrit. Son premier livre, elle l'a écrit, je crois qu'elle avait 12 À ans. 12 ans, comme presque tous Oui. les écrivains, Oui. ils ont commencé tous très tôt. Vous aussi. Oui, à 12 ans, j'avais déjà écrit plusieurs romans. Pour cette femme qui a passé une partie de sa vie derrière les barreaux, l'écriture, c'était une forme de liberté. Qu'est-ce que ça lui procurait? Qu'est-ce que ça lui apportait, d'après vous? En effet, c'est ce qui supprimait les barreaux, parce que elle était dans son texte, elle vivait dans son texte. Donc, mais en même temps, elle n'était incapable de fiction. C'est ça qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle écrit pour se libérer de la prison, mais en même temps, ce qu'elle écrit, c'est la prison. Pour son troisième roman, elle a essayé de faire une histoire qui lui était étrangère, et c'était pas très bon. Et ses éditeurs ont été courageux, notamment Jean-Jacques Pauvert, alors qu'elle avait vendu des centaines de milliers de livres, et donc il avait tout intérêt à la publier son troisième roman. Et il lui a dit non, ça collait pas. Et elle a donc commencé La Traversière, qui raconte justement son destin littéraire lié à son destin de délinquante. Et là, ça leur a plu. On peut considérer que son œuvre était achevée. Je veux dire, sa vie n'était pas finie, mais son œuvre était achevée. Donc elle est partie, je dirais, après avoir vraiment exprimé tout ce qu'elle avait à dire, et notamment ce qu'elle avait à dire sur la prison, qui, comme vous l'avez rappelé, est un sujet relativement peu fréquenté. Pourquoi ? Parce que les écrivains ne vont pas en prison, sauf à la Libération. C'est bizarre d'ailleurs. La Libération, ils se sont retrouvés en prison. Ouais. Oui. Mais, et puis Jean Genet, évidemment. Qui est Oui, le seul mais qui a sinon, écrit. très peu oui. d'écrivains sont allés en prison. Bon, il y a évidemment l'exemple de Verlaine, ou d'Oscar Wilde, mais c'est quand même à chaque fois des exceptions. Elle n'a jamais rien raturé, vous l'avez rappelé, Patrick Besson. En revanche, elle cochait les jours. C'était peut-être ça l'écriture, c'était pour tuer le temps, ou en tout cas pour le maîtriser. Mais ses co-détenus racontaient que quand elle se réveillait, elle était déjà, elle, avec ses petites lunettes, près de la lucarne, en train d'écrire sans rature. C'est tout à fait étonnant, mais au XVIIIe siècle, les gens ne faisaient pas de rature. Retz ne fait pas de rature, Corneille ne fait pas de rature. C'est Flaubert qui, en quelque sorte, a inventé la rature. Avant, on réfléchissait à quelque chose, on le pensait et on l'écrivait. Et on l'écrivait bien, parce qu'on ne faisait pas de rature. En 1965, alors qu'elle est sortie de prison, donc vous l'avez rappelé, les éditions Pauvert acceptent de publier La Cavale et l'Astragale. Et là, tout s'enchaîne. Elle va manquer de 2 fois le prix Renaudot et peut-être devenir... contre Georges Perec, Oui. contre les choses de Georges Perec. Ouais. Et elle va devenir, vous l'écrivez, la poule aux œufs d'or de son éditeur. Comment vous expliquez un tel succès littéraire ? D'abord, il faut reconnaître à Pauvert le mérite d'avoir changé le titre du roman. L'Astragale, ça s'appelait Les Soleils Noirs. Et Les Soleils Noirs, ça n'aurait jamais marché. Mais l'Astragale pouvait avoir l'air d'être un mauvais titre, vu que personne ne sait ce que c'est. Mais il y a une poésie et une force dans ce mot qui ont... En plus, il a publié ces 2 livres en même temps. On n'avait jamais fait ça dans l'édition, c'est-à-dire un jeune auteur débutant, voyant ces 2 premiers manuscrits paraître en même temps. Et donc, il y a eu un effet de groupe, plus l'étonnement de voir qu'une délinquante qui avait fait de la prison, qu'une ancienne prostituée, était capable d'écrire des textes d'un tel raffinement, d'une telle finesse. Et justement, elle était à la fois délinquante, elle avait fait de la prostitution, en même temps, elle avait une éducation bourgeoise. Quand elle est projetée dans ce monde littéraire, comment elle réagit ? Parce que c'est les cercles mondains littéraires. La vie d'un voyou, c'est une vie de méfiance, puisque souvent, à la moindre petite erreur, peut vous coûter ou votre liberté ou votre vie. Donc, quand elle arrive dans ce milieu, elle fait attention à tout, quoi. Et en plus, elle est très, très disciplinée, je dirais.
Pauvert l'envoie faire des signatures un peu partout en France. Et elle va à toutes les émissions de radio, de télévision. On l'entend jamais râler. Bon, mais elle a un regard effectivement critique, comme elle a un regard critique sur tout, hein, pas spécialement sur le monde littéraire. C'est l'acuité de ce regard d'ailleurs qui fait l'intérêt de son œuvre. Mais elle est vite lassée, non, de tout ce cirque médiatico. C'est quelqu'un qui a littéraire. pris l'habitude de vivre seul et souvent dans la clandestinité, avec des gens qui se cachent. Donc tout d'un coup, il y a eu un afflux de personnalités dans sa vie qui peut effectivement lui inspirer un certain dégoût. Mm. Albertine Sarrazin, on l'a rappelé, est morte à l'âge de 29 ans sur une table d'opération. Elle avait des projets littéraires. Est-ce qu'elle a laissé des écrits Elle a laissé énormément d'écrits, mais principalement des écrits intimes, hein, qui ont inspiré La Cavale, parce que La Cavale, c'est le vrai premier roman, en fait. C'est l'Astragale qui a l'air d'être le premier roman et La Cavale le deuxième. Et La Cavale, c'est vraiment le travail de toutes ces années de prison. Non, elle avait vraiment accompli son Elle avait achevé travail. son Mais son ont œuvre. paru après ces lettres de la vie littéraire, des lettres à Julien qui sont super, mais celles de Julien sont belles aussi. Et d'ailleurs, Julien a écrit deux livres qui sont assez touchants et plutôt bien écrits, notamment un, Seuls les bons souvenirs sont immortels. C'est une phrase de lui, ouais. C'est une phrase de lui que j'ai rappelée. Avec son mari, Julien, il formait donc les Bonnie and Clyde à la française. Qu'est-il devenu après la mort prématurée d'Albertine Sarrazin ? Alors il a fait un procès au médecin et il a gagné et il a eu une certaine somme. Et alors là, il a fait une erreur, il a créé une maison d'édition. Il a tout perdu là-dedans. Donc, il est mort en, je pense, 73, je crois. Patrick Besson, si vous deviez convaincre quelqu'un de lire aujourd'hui Albertine Sarrazin, qu'est-ce que vous lui diriez ? Par quel texte commencer ? Par l'Astragale ? L'Astragale, en fait, elle l'a écrite en 4 mois. Et après, en prison, parce qu'elle était en liberté, mais en liberté, elle fauchait quand même, parce que c'était plus fort qu'elle. Et donc, elle avait volé une bouteille de whisky. Et là, la justice, ils en ont eu marre, ils ont dit, bon, on la remet en prison. Et donc, elle a fait 4 mois de prison pour une bouteille de whisky, et c'est pendant ces 4 mois qu'elle a écrit son chef-d'œuvre. Merci beaucoup, Patrick Besson, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Albertine Sarrazin. Je rappelle que votre livre Albertine Sarrazin, la fugitive, vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.